BFM Business, en partenariat avec les entreprises du médicament, présente Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. Raphaël Duchemin et Fabien Guèze. Bonjour et bienvenue dans Check-up Santé 2022. Nous sommes ensemble pour scruter le programme des candidats en matière de santé. C'est vrai que le sujet est pour l'instant très absent de la plupart des débats, alors que nous sommes pourtant en pleine crise sanitaire et ce depuis 2 ans maintenant. Nous avons donc choisi de vous proposer sur BFM Business de passer au microscope les propositions des prétendants à l'Élysée. Pour ce faire, l'expert santé de BFM Business m'accompagne. Bonjour Fabien Guèze. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël, ravi de partager avec vous cette émission Check-up Santé spéciale présidentielle. C'est vrai, la santé, c'est une des préoccupations majeures des Français. Et qui dit santé, dit aussi innovation, recherche, industrie, emploi, formation, maillage territorial. Alors avec nous aujourd'hui, le représentant santé du Rassemblement national, Patrick Barriot, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Et deux experts du secteur de la santé et qui représentent aussi les industries du médicament. Rita Cataldo, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Takeda France. Olivier Nataf, bonjour. Vous êtes président d'AstraZeneca à France. Et ensemble, nous allons parler de la souveraineté sanitaire, de l'offre de soins et du futur de ce secteur. On va rentrer dans le détail des propositions du Rassemblement national. Allons-y, tout de suite. Marine Le Pen veut par exemple garantir la sécurité sociale pour tous les Français ainsi que le remboursement de l'ensemble des risques pris en charge par l'assurance maladie. Comment ? Eh bien, en simplifiant, dit-elle, le millefeuille administratif, en contrôlant davantage la destination de l'argent et en investissant aussi dans de nouveaux outils numériques. Pour qu'il y ait davantage de médecins, elle met fin au numerus clausus et souhaite favoriser la coopération entre professionnels de santé. La lutte contre les déserts médicaux passe pour elle par une année d'internat sur ces zones, pour les jeunes médecins notamment. Une déduction fiscale est prévue aussi pour les médecins retraités qui veulent continuer à exercer. Et puis, elle envisage de mettre en place des maisons de santé dans ces déserts médicaux. Marine Le Pen au pouvoir maintiendrait aussi ce qu'elle appelle les hôpitaux de proximité. Elle souhaite créer un 5e risque de sécurité sociale consacré à la dépendance, soutenir les start-up françaises pour moderniser le système de santé. Dans son programme figure aussi la fin de l'aide médicale d'État réservée, dit-elle, aux clandestins. Marine Le Pen veut aussi baisser le prix des médicaments en augmentant la production de génériques et en développant la vente à l'unité. Si elle est élue, la candidate veut aussi assurer l'offre double de soins avec le libéral, protéger le maillage territorial des acteurs indépendants de la santé, mais aussi réorganiser et clarifier le rôle et les obligations des agences régionales de santé, les ARS, et assurer, dit-elle, leur indépendance. Alors Patrick Barriot, vous êtes médecin, vous êtes anesthésiste réanimateur à Montpellier. En 1 minute, si vous pouviez nous dire un petit peu la philosophie de Marine Le Pen, que vous partagez évidemment dans le domaine de la santé, pour ces 5 prochaines années. La philosophie est très claire, hein. C'est que notre système de santé est moribond. Je crois que tout le monde s'accorde sur le diagnostic. Maintenant, tout le monde ne s'accorde pas sur le traitement. Il y a certains, comme Olivier Véran, qui sont pour prodiguer des soins palliatifs. Marine Le Pen, elle est pour des soins intensifs et de réanimation. Donc il y a une volonté très nette, et en particulier de répondre aux défis très très importants qui se posent à notre système de soins. Ils sont le problème des maladies chroniques et du vieillissement de la population. Or, on voit qu'il y a de plus en plus un décalage entre la demande de soins et l'offre de soins. Donc, Marine Le Pen veut améliorer cette offre aussi bien sur le secteur hospitalier que sur le secteur ambulatoire. Alors, on va entrer dans le détail, si vous le voulez bien, et on va ouvrir le tout premier chapitre pour parler de souveraineté sanitaire. Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. La souveraineté sanitaire, c'est vrai que c'est le maître mot dans le programme de Marine Le Pen. C'est d'ailleurs, je crois, son premier engagement. Il se traduit comment, précisément, Patrick Barriot, en matière de santé ?
Alors bon, la souveraineté nationale, c'est déjà de s'affranchir de certaines influences obscures, comme on l'a vu à l'occasion de la pandémie, avec les cabinets de conseil comme le cabinet McKinsey, et c'est s'affranchir aussi de mesures excessives, d'une emprise excessive de la communauté européenne sur le système de santé français. Vous savez que le traité de fonctionnement de l'Union européenne, dans son article 168, prévoit que les nations sont souveraines et peuvent organiser leur système de soins comme elles le veulent. Mais on a vu qu'à l'occasion de la pandémie, on a donné des prérogatives excessives à l'agence, en particulier européenne du médicament, et surtout à la création de cette fameuse agence ERA, pour Health Emergency Response Authority, qui a tendance à prendre des prérogatives. Et autant la Commission européenne, c'est bien d'aider la coopération entre les États. Par contre, on redoute un petit peu cette agence qui est créée sur le modèle de la BARDA américaine et qui va avoir tendance, qui ne sert pas les intérêts de la France, c'est ce que vous dites ? Mais qui risque. Enfin, il faut que ce soit beaucoup plus clair la situation. Là encore, on a bien vu à l'occasion de la pandémie les rapports entre le président de Pfizer et Madame Ursula von der Leyen, avec les messages qu'elle a refusé de communiquer. Donc il y a quand même des choses qui se passent dans l'ombre, comme avec le cabinet McKinsey. Donc on ne voudrait pas que la France soit lésée. Plus de transparence, tout à fait, plus que de ça se passe au grand jour. Parce qu'autant, par exemple, c'est vrai pour les pénuries, pour éviter les pénuries de médicaments, il faut effectivement qu'il y ait une coopération européenne, mais il ne faut pas qu'à l'occasion de cette situation, il y ait une emprise trop importante. Rita Cataldo, la souveraineté nationale à tous les niveaux, c'est un petit peu utopique ou pas ? Alors, moi, je vous dis tout de suite, il faut passer premièrement par une possibilité pour la France de remonter de position au sein de l'Europe. Aujourd'hui, on est 4e, on a perdu de compétitivité, et donc pour faire ça, il faut absolument investir, donner une priorité d'investissement sur l'innovation et la recherche et le développement. Si on fait ça, on peut, parce que n'oublions pas, notre priorité à la fin, c'est l'accès du médicament à nos patients. Donc, l'échange avec les pays, c'est fondamental pour faire avancer la recherche. Olivier Nataf. Oui, c'est-à-dire que les chaînes de production sont éminemment complexes, et donc il n'est pas très difficilement envisageable d'avoir une production exclusive de l'ensemble du processus d'un médicament donné dans un pays donné. C'est pour ça que la dimension européenne est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'aussi le fait de créer une certaine interdépendance, c'est-à-dire que le fait que la France puisse avoir une partie du processus qui est particulièrement en France et dont d'autres pays auraient besoin, est intéressante de manière à pouvoir avoir des dimensions d'échange et d'interdépendance. Donc vous parlez d'interdépendance. Comment est-ce qu'on fait pour que cette interdépendance, si je vous suis bien, Patrick Barriot, soit mieux répartie finalement, équitable? Oui, c'est vrai, comme vous le soulignez, on est passé de la première à la 4e position en matière de production de médicaments, de production pharmaceutique, après la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Donc il y a un gros problème de relocalisation quand même de l'industrie pharmaceutique, et puis surtout de recherche et de développement et d'innovation. Donc là, il y a un gros effort à faire. Alors c'est vrai qu'il y a la création de l'agence de l'innovation en santé avec, je crois, 7,5 milliards de crédits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment comment organiser cette recherche et développement, et surtout passer à l'innovation. Or, c'est clair qu'en France, on a quand même un gros souci, on va dire, de maturation de l'écosystème public-privé, qu'il faut qu'on a beaucoup de mal à passer à l'innovation. Et quand on voit, on a l'expérience en particulier de Sanofi, qui est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire en recherche et développement. Ça, c'est votre avis. Il y a un gros souci d'organisation, en particulier, de mettre sur point ces pépinières d'innovation, grâce en particulier aux instituts hospitalo-universitaires, et surtout donc favoriser l'attractivité du secteur privé, des industriels, pour
pour cette recherche-développement en médicaments. Mais si je peux finir quand même sur la recherche en médicaments, malheureusement, quand on voit apparaître les nouveaux médicaments, on voit beaucoup de ce qu'on appelle les MeToo, c'est ces médicaments, c'est moi aussi, c'est-à-dire qui sont la xème copie mais qu'il y a très peu de recherche et de développement, en particulier en matière d'antibiotiques pour lutter contre l'antibiorésistance. Aussi, et bon, pour terminer, le problème effectivement de la gestion, d'éviter les pénuries de stock, en particulier pour les médicaments à intérêt majeur thérapeutique, en particulier en oncologie pédiatrique ou dans certains domaines. Donc c'est vrai que là, l'Europe, sur ce point-là, peut jouer un rôle très très important pour éviter les pénuries et gérer des stocks. Oui, donc il faut l'Europe, mais il faut qu'on puisse garder le leadership, c'est ça l'idée ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une proposition qui fait écho, Olivier Nataf, Rita Cataldo ? C'est-à-dire le leadership, comme vous le disiez, je pense qu'on peut être d'accord sur ça, il va avec l'investissement. Sans investissement, il ne peut pas y avoir de leadership, et donc l'investissement doit effectivement s'effectuer en recherche et en développement. Et en termes d'industrialisation, effectivement, ce que l'on peut souhaiter à la France, c'est que l'industrie pharmaceutique soit le fer de lance de la réindustrialisation de la France. Le challenge que l'on va avoir... Ce qui n'est pas le cas encore, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y a des challenges, des problématiques qu'il faut résoudre avant de pouvoir faire cela. En particulier en termes de fiscalité, les impôts de production en France sont particulièrement élevés par rapport à la moyenne des voisins européens. Et puis il faut que la France aussi continue d'un point de vue industriel à marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire 80% de la production qui existe en France se fait sur des produits plutôt matures et 20% seulement sur des produits plutôt innovants, des biologiques, des thérapies géniques. Donc quand on parle de relocalisation, relocaliser, ça veut aussi dire faire revenir quelque chose de plutôt ancien. Il faudrait peut-être aussi investir sur quelque chose qui est plus dans le futur et qui s'inscrit dans l'innovation. Réindustrialiser en investissant sur l'avenir. Et moderniser peut-être et faire en sorte que l'appareil qui existe sur des produits matures soit modernisé et ne souffre pas d'une telle fiscalité. Donc en fait, il y a plusieurs... Et alors justement, la santé, c'est un des secteurs stratégiques dans le programme de Marine Le Pen. Vous dites il faut contrôler... Ça va probablement vous parler. Les investissements étrangers, ils seront soumis à une autorité de sûreté économique. Comment est-ce qu'ils vont devoir montrer patte blanche ? Là, on est déjà en aval. Moi, je voudrais quand même revenir sur le problème de la recherche. C'est écrit. La recherche, on va en parler. La recherche, c'est 2050, c'est la suite. Sur les biotechnologies en particulier, puisqu'on est tous d'accord, c'est un des points centraux, la recherche des biotechnologies. Or, quand même, je ne vais pas vous rappeler qu'en 1965, on a eu le prix Nobel pour la recherche sur l'ARN, la découverte de l'ARN messager, avec François Jacob, Monod et Lvov, que aussi François Gros, qui nous a quittés vendredi dernier, a joué un rôle très très important. Et où est-ce qu'on en est maintenant dans la recherche ? On l'a vu sur la recherche des vaccins à ARN, on n'a pas pu aboutir. Le prix Nobel 2020 sur les ciseaux moléculaires, Emmanuel Charpentier, CRISPR-Cas9. Mais vous ne répondez pas à la question, est-ce qu'il faut limiter les investissements étrangers ou les contrôler ? Non, il faut les contrôler, bien sûr, comment est-ce qu'on les contrôler. Le problème, c'est que ça ne doit pas se faire de façon obscure, comme ça se fait actuellement, comme je le soulignais, avec des cabinets de conseil obscurs ou des échanges obscurs entre la Commission européenne et notre ministère de la Santé. Donc transparence, vous engagez, si Marine Le Pen demain arrive au pouvoir, à ce que cette transparence soit effective. Bien sûr, comme une transparence sur les prix, la façon dont on détermine les prix des médicaments, de façon à ne pas avoir des prix excessifs comme pour l'insuline en particulier ou d'autres médicaments. Rita Cataldo, pourtant les prix des médicaments en France ne sont pas très élevés. Ils sont pas élevés du tout. On est les plus bas d'Europe. Donc, et en plus, et on a aussi un autre indicateur aujourd'hui. Quand on regarde la dépense du médicament sur les patients en France, on est déjà environ à 30% en moins déjà que l'Allemagne. Donc, du fait, le prix est beaucoup plus bas que le reste d'Europe. Olivier, c'est possible de baisser encore le prix des médicaments ?
C'est plusieurs, encore une fois, difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 3 milliards de déficit sur le régime général en 2019, il y a près d'1 milliard qui vient de les baisses de prix des médicaments. Donc en fait, par rapport à une dépense du médicament qui représente à peu près 12 à 15% de la dépense totale. Donc vous avez un tiers des économies pour 12% de l'investissement. Et ça fait 10 ans, en fait, qu'il n'y a pas de croissance du chiffre d'affaires du médicament en France. Donc comment voulez-vous, avec le vieillissement de la population dont vous parliez, avec la chronicisation de certaines maladies, avec le niveau d'innovation sur des molécules très justement donc innovantes et de haute technologie, les anticorps monoclonaux, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, tout ça, toute cette innovation-là et l'environnement dans lequel on essaye de soigner le patient demande effectivement un investissement qui n'est pas représenté par les 10 ans de neutralité budgétaire sur l'enveloppe du médicament. Alors on va justement s'intéresser à l'offre de soins tout de suite. Comment s'articule-t-elle dans le programme de Marine Le Pen ? Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. Beaucoup de choses reposent sur l'hôpital, évidemment, qui est un des grands chantiers auxquels Marine Le Pen veut s'attaquer pour en changer notamment la gouvernance. Alors ça, c'est intéressant. Direction bicéphale, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans beaucoup de programmes. Partagé entre l'administratif et le médical, c'est votre manière peut-être de dire stop à l'hôpital-entreprise ? Oui, il y a un gros problème au niveau de l'hôpital, que ce soit aussi bien au niveau de la gouvernance qu'au niveau du financement, qui a abouti effectivement à une emprise bureaucratique énorme, un carcan bureaucratique sur l'hôpital qui nuit à la qualité des soins et qui entraîne une déshumanisation des soins. Donc concernant effectivement la gouvernance hospitalière et son rôle avec les ARS, nous voulons une gouvernance hospitalière bicéphale et redonner la gouvernance aux médecins. Vous savez que début 2020, quand même plus de 1000 chefs de service ont démissionné de leurs fonctions administratives et il y a une consultation récente sur la moitié des démissionnaires qui montre que 2 ans après, pour eux, la situation n'a pas changé, c'est même aggravé. Donc il faut une gouvernance bicéphale avec un médecin et effectivement un gestionnaire, un administratif, les deux étant, et c'est important à souligner, réunis par un projet commun bien entendu. Et nous, Marine Le Pen propose de supprimer les agences régionales de santé qui sont... Pour les placer sous la tutelle de la préfecture du préfet, oui, plus de proximité, du préfet. Et ça va aussi dans le cadre de cette décentralisation. Il faut passer au niveau du maillage territorial à un échelon qui est infrarégional, en dessous de la région, au niveau du département, voire des intercommunautés. Donc c'est très très important que la tutelle soit exercée par le préfet, avec bien sûr un conseil avec tous les acteurs et le représentant aussi des patients, du secteur médico-social, les associations de patients, etc. Et aussi un comité de coordination public-privé. On a vu que la complémentarité public-privé n'a pas vraiment joué, en particulier pendant la pandémie. Justement, on voit justement que cette complémentarité public-privé avance un petit peu quand même ces dernières années, non ? L'hôpital n'est plus fermé, il se décloisonne ? Exactement. Vous avez parlé d'un sujet très important qui, comme citoyen, on ne peut pas ne pas être touché, c'est la déshumanisation des patients. Et on a vu aussi que pendant des périodes de crise sanitaire comme celle-ci, avoir des patients qui étaient obligés souvent d'aller à l'hôpital, même quand ce n'était pas nécessaire, on aurait pu s'en passer. C'est-à-dire si on aurait eu des traitements qui permettaient de suivre les patients en ambulatoire. Donc, où est-ce qu'on peut vraiment améliorer ? Justement en ayant, et c'est là où on travaille beaucoup, de porter des soins qui puissent être suivis à la maison par le médecin ambulatoire, mais intégrer surtout de télémédecine, de télésurveillance qui supporte le médecin dans son accompagnement du patient et qui soit aussi facile pour le patient à gérer. Donc Olivier, pour le parcours santé, donc décloisonner l'hôpital, l'ouvrir vers les partenariats publics, privés, recherche, universités, entreprises privées. Et puis évidemment l'ambulatoire, la médecine de soins primaires est absolument essentielle. On parle beaucoup, quand on parle d'innovation et de médecine de demain, ou même de médecine d'aujourd'hui d'ailleurs, on parle de médecine 5P. C'est assez pratique de comprendre ça pour les citoyens. La médecine qui est à la fois préventive, prédictive, personnalisée, participative
est basé sur des preuves. Donc tous ces éléments-là sont, je pense, très compréhensibles et nous donnent une direction sur la façon dont on peut pratiquer la médecine de manière collaborative. Et la prévention, la prédiction va avec la médecine de soins primaires et le rôle des médecins généralistes. Dans le sens d'Olivier Nataf ? Oui, mais vous êtes passé de l'hôpital à l'ambulatoire, qui est vraiment on parle de décloisonnement. Alors, justement, est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Est-ce qu'on peut décloisonner comme ça? Parce que dans votre projet aussi, pour désengorger les urgences, la candidate propose un partenariat avec les médecins de ville. Donc on décloisonne là aussi. Oui, alors, bon, c'est clair que les deux sont liés, effectivement, l'ambulatoire et l'hôpital, en particulier au niveau de ce qu'on appelle les soins non programmés, puisque par défaut, on va dire, de prise en charge de ces soins non programmés, par la permanence des soins ambulatoires, du coup, beaucoup de ces patients se reportent vers l'hôpital. On estime que près de la moitié des patients qui se présentent aux urgences de l'hôpital auraient pu être traités correctement en médecine ambulatoire. Donc il faut absolument trouver un système. Alors bon, il va y avoir le système... Oui, parce que ça existe déjà en théorie, mais ça ne marche pas. Alors en théorie, il y a d'une part le service, le SAS, le service d'accès aux soins, qui va être mis en place, mais qui peine à se mettre en place. Mais effectivement, il faut tout faire pour désengorger l'hôpital. Et ce que propose Marine Le Pen, c'est de mettre en place à proximité des urgences de l'hôpital des structures de cabinets libéraux vers lesquels pourraient être réadressés ces patients. Et ça marche très bien parce qu'il y a des études qui sont faites, en particulier avec ce qu'on appelle les CMSI, les centres médicaux de soins immédiats, qui fonctionnent très bien. Donc c'est une des solutions. Et la deuxième, vous l'avez évoqué, bien sûr, pour assurer la coordination, c'est la télémédecine et surtout le dossier médical partagé, qu'on appelle maintenant Mon Espace Médical, mais qui est l'autre nom du dossier médical partagé, et qui doivent permettre une meilleure coordination entre les soins ambulatoires et les soins hospitaliers. Avec toujours le patient au centre, évidemment. Bien sûr. Je vous propose, parce que le temps file, que nous passions à la dernière partie. Sur quoi la France doit-elle s'appuyer pour bâtir la santé en 2050 ? Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. Et vous l'avez dit tout à l'heure, plus de gens à soigner, cela veut dire aussi forcément plus de médecins. Vous dites au Rassemblement national, il faut supprimer le numerus clausus. Tout le monde veut le faire, ou presque tout le monde aujourd'hui, mais pardon, ne peut pas devenir médecin qui veut. Oui. On n'est pas que dans une bataille de chiffres. Bon, en théorie, il est supprimé, le numerus clausus, mais on a affaire à un numerus clausus déguisé. Hein. Donc on le voit bien en particulier dans le centre Val-de-Loire, où la faculté de médecine de Tours, qui forme 300 médecins par an, c'est pas suffisant, il en faudrait le double. Du coup, le maire d'Orléans fait venir une annexe de la faculté de Zagreb. Du coup, Jean Castex se rend compte qu'il y a des déserts médicaux en France et propose de transformer en CHU le centre hospitalier d'Orléans. Donc de façon, on a un numerus clausus déguisé. Mais ce que propose surtout Marine Le Pen, c'est de lutter contre la métropolisation et justement le regroupement des ressources médicales qui nuit vraiment au maillage territorial et à ce que je vous disais, d'être à un niveau infrarégional, au niveau... Sauf que sans coercition, c'est compliqué. Pardon ? Sauf que sans coercition, c'est compliqué. Oui, non, mais je venais sur un autre point, pas du tout le problème du nombre de médecins, le problème de l'aménagement du territoire. Si on ne lutte pas contre cette métropolisation, par ce qu'appelle Marine Le Pen la démétropolisation, c'est-à-dire il faut aménager les territoires, parce qu'aucun jeune médecin, aucun jeune praticien n'ira s'installer dans un territoire où sa femme ou son époux ne trouvera pas de travail, où les enfants n'auront pas une école à proximité, où il n'y aura pas d'industrie. Donc c'est absolument ce phénomène de démétropolisation qu'il faut accélérer et que propose Marine Le Pen. Vous envisagez aussi, dans votre programme, de promouvoir les secteurs de la recherche, on en a déjà parlé un petit peu, mais de l'innovation, en augmentant notamment de 30% le budget de la recherche et en augmentant aussi, alors ça c'est intéressant, la déductibilité fiscale des dons dans ce domaine. Ça signifie qu'aujourd'hui, pour vous, l'effort n'est pas assez soutenu ? Non, mais c'est clair que l'effort en matière de recherche n'est pas soutenu. Et là, je reviens. Alors, ça passe quand même l'effort de recherche, bien sûr. Il y a le financement, mais il y a surtout la
formation des chercheurs et la rémunération des chercheurs. Si Emmanuel Charpentier, prix Nobel sur le CRISPR-Cas9, travaille à l'Institut Max Planck de Berlin, c'est que quelque part, le système français n'a pas été assez attractif. Donc il y a un énorme effort. Conserver les talents, en tout cas faire davantage sûr, pour les garder ici. Rita Cataldo, donc. Moi, je dis, puisqu'on a parlé de 2050, on doit regarder en avant. Ça veut dire beaucoup d'innovation et beaucoup de recherche. Donc, on a encore plein de traitements, plein de pathologies où on n'a pas de solution. Pour nous, on regarde exactement ça. Et surtout parce que on peut investir dans la recherche en France. On a d'excellents centres. Et le deuxième point, c'est beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est encore au début parce que l'intelligence artificielle va nous aider, va aider le professionnel de santé à accompagner son diagnostic et son suivi des patients. Olivier Nataf, le constat n'est pas si noir que ça quand même. Non, le constat n'est pas si noir que ça. Il y a eu les annonces d'un plan d'investissement à 2030 au Conseil stratégique des industries de santé, donc de 7 milliards, et qui mélange à la fois un investissement dans la recherche, un investissement aussi de BPI France dans le soutien au développement de ce qu'on appelle les start-up, des petites sociétés ou des plus petites sociétés de biotechnologie qui sont extrêmement foisonnantes en France. Et donc la capacité justement pour le système de faire travailler à la fois l'académique, l'hôpital, la grande industrie, les plus petites sociétés de biotechnologie, tout cela soutenu par des financements publics. Et donc ce partenariat public-privé est absolument essentiel pour l'avenir. Pour accompagner votre optimisme, je voudrais citer par exemple la petite start-up lyonnaise Ziwig qui vient de mettre au point un endotest qui permet, un test salivaire qui permet de détecter l'endométriose. Donc ce serait vraiment un apport absolument très très... Oui, pour l'instant, il y a beaucoup de ça a été précautions oratoires qui sont prises autour de... Oui, tout à fait. Mais enfin, ça a été quand même publié dans Journal of Clinical Medicine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, voilà, mais ça demande à être confirmé, mais c'est un exemple de mise au point, par exemple, d'un test qui pourrait permettre de gagner des années dans l'errance diagnostique. Et donc, il faut encourager effectivement ce genre de start-up et les rapprocher des instituts hospitalo-universitaires. Alors justement, comment est-ce qu'on résout notamment la question des brevets et des délais sur les brevets? Parce que c'est vrai qu'en France, ça prend du temps. Entre 2 et 3 fois plus que dans le reste de l'Europe, par exemple. Oui. Alors, il y a le problème pour les médicaments et pour les dispositifs médicaux aussi. Effectivement, c'est des délais anormalement longs entre le moment de la recherche et le développement et de la mise au point sur le marché. Il se passe des années, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est clair qu'il faut accélérer absolument la procédure. Si vous aviez une phrase de conclusion, puisque le temps presse. Une phrase de conclusion, je crois qu'il faut raisonner vraiment en termes de santé publique, d'approche populationnelle et passer d'un système de santé essentiellement curatif à un système de santé préventif. Merci à tous les trois, Rita Cataldo, Olivier Nataf, Patrick Barriot d'être venu nous détailler le programme santé de Marine Le Pen et du Rassemblement national. On se donne rendez-vous, cher Fabien, dès le week-end prochain pour un nouveau... Notre candidat. Check-up Santé 2022. Spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne.